Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info, les maximums. Fachi, pas de troupes étrangères. On avait demandé au président, on l'avait dit de ne pas accepter les troupes étrangères parce qu'il n'allait pas pouvoir les contrôler. Mais là, il a finalement accepté ce que nous lui avons dit de faire. Et c'est un grand plaisir d'être entendu. Et ça, vous voyez, même quand on n'a pas de moyens, mais quand vous faites des conseils et qu'on vous écoute, contrairement au régime passé, on pouvait donner des conseils, au lieu de nous écouter, on nous poursuivait, on nous pourchassait. Pas moi, hein, mais les autres. Moi, j'ai donné toujours des conseils, mais on ne m'écoutait jamais, au fait. Jamais. Mais ici, au moins, quand on donne 2-3 conseils, et de la mouka et du cash, écoute et prennent en considération ce que l'on dit, il les perfectionne. Moi, je suis content. Je suis très content que ça se passe comme ça. 4 milliards de dollars perdus dans la Gécamine. Le rapport Ngoy Mouchila au PM accable Yuma, au Premier ministre. C'est plutôt deux postes qui en parlent. Doli Makambo, mise en cause dans le meurtre de Vijana. Félix Tshisekedi contraint de se confier à sa base. Opération Kinbopeto, saut de mouton, gratuité de l'enseignement de base, sécurité. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on réfléchisse encore. Vous savez, nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que ça comme pays. Notre pays, c'est tout ce que nous avons. C'est tout ce que nous possédons. Et parfois, quand on voit ce qui se passe, quand on voit la théâtralisation politique, on a mal au fond de nous. Mais on ne peut rien. Regardez. L'on parle de plus de 2 siècles. Il y a esclavage, tout ça, tout ce qui s'est passé dans notre pays, vous le connaissez. On parle de plus de 32 ans de dictature, sans parler de la colonisation, bien sûr. On parle de 32 ans de dictature. On parle de 21 ans. D'autres appellent ça occupation, d'autres appellent ça tout ça, dictature aussi, démocratie ambiguë. Bref, mais moi je parle de 32 ans de mauvaise gouvernance, 32 ans d'infiltration, 32 ans d'aliénation générale et globale. Pardon, 18 ans, 21 ans je vais dire. 21 ans d'aliénation, 21 ans d'aboutissement, 21 ans de destruction. Et en même temps 32 ans de dictature, 32 ans de dictature, 32 ans de pillage, 32 ans de tout ça. Alors quand on prend 32 et on essaie de mettre le 21, ça donne un chiffre que vous connaissez. Mais c'est assez compliqué quand même. Hein. C'est assez compliqué. Ça fait 53 ans, hein, je crois. 53 ans de honte. Et quand on ajoute un peu de notre histoire, ça va faire 59 ans. Et on est toujours nulle part. Nos politiciens n'ont toujours pas compris. Ils n'ont toujours pas compris la destinée de la République démocratique du Congo. Ils n'ont toujours pas compris la vocation de ce pays. Et c'est là le comble. C'est la honte. Ces politiciens nous ont offert la honte, ils nous ont offert la peur, ils nous ont offert l'incertitude, ils nous ont offert le désastre, la désolation, les pleurs, la ruine. Ces gens ont pillé systématiquement le pays et impunément. Et finalement, on ne sait plus où on va. Le trou dans lequel on est plongé est tellement profond, mais au lieu de nous sortir du trou, non, nous continuons même à aller en nous enfoncer. Nous sommes le pays de toutes les impossibilités du monde. Ça veut dire là où les choses ne peuvent... Tout ce qui ne peut pas exister ailleurs se retrouve chez nous et ça existe comme si de rien n'était. Il n'y a plus de gêne, personne ne se gêne, tout le monde peut faire ce qu'il pense comme il veut. C'est le monde, c'est le pays où les incompétents peuvent se permettre de parler. Je ne sais pas. Je le dis mieux. Dans la troisième partie, quand je parle d'une société perdue, je le dis dans la troisième partie. Mais dans la deuxième partie, regardons maintenant, regardons. Les politiciens congolais sont des hommes impréparés. C'est pour la plupart des cas des opportunistes au sens propre. Ils attendent que leurs frères soient élevés au pouvoir pour qu'on les appelle. S'ils sont aujourd'hui au pouvoir, d'où viennent-ils? S'ils ne viennent pas des guerres, ils viennent des partis politiques. S'ils viennent des partis politiques, ce ne viennent pas des crèmes des partis, mais c'est plutôt des militants inconscients qui deviennent pour la plupart des cas des dirigeants et des cadres. Mais c'est ce qui est décevant dans ce pays. Pour gérer l'armée du haut niveau, il faut venir de groupes armés. Et du coup, tous ceux qui viennent des écoles de formation ne pourront jamais accéder à de grands postes. Parce que les grands postes de l'armée, c'est plutôt une récompense à tous ces chefs
tous ces seigneurs de guerre, ceux qui ont fait saigner les femmes, ceux qui ont violé les femmes, ceux qui ont détruit le pays, se retrouvent impunément comme ça, général, colonel, et ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. C'est des gens dont la moralité est douteuse, mais ce sont eux à qui on confie finalement les rênes du pays. Mais je ne comprends pas. Le politicien, au lieu de sortir des grandes universités ou d'écoles des pensées, ces gens sortent des partis politiques qui sont en réalité des établissements et des regroupements des humains, des regroupements des hommes affamés, des hommes, pour la plupart des cas, affamés et dépossédés de la serve intellectuelle. Et ce sont eux qui vont venir parler leur français à des mimos, ils vont venir nous donner, faire des leçons. Et donc, c'est des hommes, entre guillemets, des à peu pristes. Ils sont tellement à peu près qu'on ne peut pas comprendre comment ils peuvent faire les choses. Mais c'est là qu'on n'a pas compris. Ce pays a eu la malchance d'être gouverné par des hommes affamés et des hommes dépossédés de la science. C'est des maudits scientifiques, le terme est fort, mais c'est peut-être ça. C'est des gens qui n'ont aucune perspective, alors aucun projet, aucun plan d'avenir. C'est des gens qui ne regardent qu'au bout de leur nez. Ils n'ont rien dans la tête, ils sont tellement affamés, ils ont tellement faim, ils ont les poches tellement vides qu'ils veulent d'abord remplir leurs poches, remplir leur ventre et servir après. C'est vanité de vanité. C'est des gens qui font la course du matériel, ils sont dans la course du vent. Mais des gens qui n'ont rien du tout dans la tête. Ce sont eux qui ont gouverné le pays depuis 1960. Il y a une autre classe de gens, de personnes qui, eux, connaissaient parler français, ils savaient écrire, mais ils n'avaient aucune humanité, aucune personnalité scientifique, aucune. C'était comme des perroquets qui ne font que répéter ce que leur maître leur ont dit, mais ils n'ont rien dans la tête, rien dans la tête. Je pense encore à Mandela dans son livre Conversation avec moi-même. Mandela dit, il vaut mieux être dirigé par une société des hommes éduqués qu'être dirigé par une société des hommes instruits mais mal éduqués. Nous, au Congo, nous avons été dirigés, pour la plupart des cas, à l'époque de Mobutu, par des hommes lettrés, par des hommes qui étaient vraiment scientifiquement calés, mais moralement des nains. C'était des nains. Moralement, ils sont nains, incapables de réfléchir pour l'intérêt de tout le monde. C'était des hommes qui regardaient dans leurs petits intérêts, des politiciens des familles, des politiciens des ethnies et des politiciens des tribus. On n'a jamais eu des hommes d'État, parce que si on avait les hommes d'État dans ce pays, on n'aurait pas ce qu'on est, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. On ne serait pas là où on est aujourd'hui. Nous ne sommes pas le seul pays à être colonisé. Tous les pays africains ont été colonisés, mais pourquoi certains pays s'en sortent? Regardez l'Éthiopie, regardez le Kenya, regardez la Tanzanie. Regardez le Botswana qui vient un peu devant tous les autres pays. Regardez un peu le Botswana, c'est aujourd'hui un exemple de moralité. Peut-être pas totalement, mais c'est quand même un exemple de moralité. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer, qu'on ne peut même plus réfléchir au Botswana. Mais au Congo, c'est même la pratique. C'est l'institutionnalisation du mal. Comment on peut être fier d'être dirigeant d'un pays comme ça? Les autres ont été gouvernés aussi. Les autres ont connu des groupes armés. Au Kenya, ils ont connu des groupes armés. En Tanzanie, ils ont connu des groupes armés. En Éthiopie, ils ont connu la faim, ils ont connu des groupes armés. Mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Comment ils ont fait pour parler développement? Nous n'arrivons même pas à parler sous-développement. Nous n'arrivons même pas à parler sous-développement. Parce que pour intégrer le sous-développement, vous devez remplir ne serait-ce que quelques critères. Manger au moins 2 $ par jour. Parce que nous consommons même 2 $ par jour. Au Congo, les gens mangent aujourd'hui, ils vont manger mercredi. Ils préparent pour 2 jours, pour 3 jours, non pas parce qu'ils veulent faire des économies, mais parce qu'ils sont contraints de faire les économies. C'est au pays dans lequel on vit. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est encore le pays, parmi les pays en Afrique où on calcule même son transport. On ne sait pas par où on va commencer, comment on va le faire. Un pays riche, mais en même temps la pauvreté est installée comme institution. C'est quand même terrible, quoi. Terrible dans ce pays. Mais gouverné par des incapables pour la plupart des cas. La honte. Un pays qui va des compromis aux compromissions. Regardez, nous sommes en 1960. Les gens vont faire la table ronde. Ils vont aller à la table ronde. Ces hommes n'ont pas plus de 40 ans pour la plupart des cas. Pas tous, mais le bon nombre n'avaient pas 40 ans. C'était des jeunes gens portés par un idéal beaucoup plus fort. L'idéal de sauver le pays, de sortir le pays de l'oppression, de sortir le pays de la honte. Lumumba était inquiet de voir que le Belge pouvait se permettre tout au Congo. Ça, c'était l'idéal de Lumumba. Il ne pouvait pas imaginer que les gens, le Okito, le Polo, c'est des gens qui ne pouvaient pas imaginer que la Belgique puisse prendre l'ascendance sur le Congo.
Mais aujourd'hui, nos politiciens sont à la courbette, font la courbette aux Libanais. Font la courbette aux Libanais, aux petits messieurs qui viennent se réveiller il n'y a pas longtemps. Regardez un peu le niveau. Mais c'est des jeunes gens qui avaient moins de 35 ans. Ils avaient moins de 40 ans pour la plupart des cas. Ces gens-là ont dit non. Ils ont dit non à la colonisation. Ils ont dit non à la colonisation. Il fallait que ça s'arrête. La bêtise avait atteint son comble. Il fallait que ça s'arrête. Lumumba déclarait l'humanisme. Il déclarait l'humanisme. On peut tout exagérer, on peut dire ce que l'on veut, mais le gars était clair dans ça. Il disait, on ne peut pas comprendre que la Belgique nous maltraite, en même temps nous fasse croire qu'ils nous aiment. Toutes les institutions étaient dans le contrôle des Blancs. Tout, ils contrôlaient finalement tout. Et ils ont dit non. Mobutu, quand il est jeune, il dit la même chose. Il dit non. Pourquoi ne pas créer la richesse ici au pays? Il s'est mal pris dans la question. La zaïranisation était un bon projet, un très bon plan, mais son application a souffert. Son application avait eu des problèmes. Sa méthodologie avait souffert aussi. Mais regardez aujourd'hui ce que ces politiciens ont fait de ce pays. Mais ils l'ont littéralement vendu, mes frères. Ils ont littéralement vendu ce pays. Aujourd'hui, les Libanais font la loi chez nous. Les Chinois font la loi chez nous. Nous ne sommes pas contre les Libanais. Non, on n'est pas contre les Libanais. Nous voulons qu'ils viennent vivre, qu'ils viennent travailler et vendre, comme exercer leur commerce comme ils veulent. Mais ce que nous ne voulons pas l'aliénation. On est dans un pays, comment vous pouvez être président de la République pendant 18 ans, aucune usine de pain a été créée. Aucune usine de pain. Et puis on dit qu'on est sérieux, quoi. Aucune usine de pain. Donc le pain que vous mangez tous les jours, c'est le pain venu des étrangers. Ce sont eux qui les fabriquent chez vous et vous le donnent. Est-ce qu'on est sérieux à un moment donné? Et les gens veulent qu'on nous prenne au sérieux. On va nous prendre au sérieux comme ça? Donc aujourd'hui, si les Libanais s'attendent, ils disent, bon, nous on va partir, ils partent. Voilà pourquoi ils ont giflé même un ministre. Voilà pourquoi ils l'ont giflé. Un ministre de Santé a été bastonné ici à Kinshasa. Et la personne qui l'a giflé est restée au Congo. Vous pensez que c'est rien? Non, mais c'est un plan. Il faut humilier ce peuple. Il faut le détruire dans son ensemble. Et ça a été réalisé par la FDEL. C'était ça leur plan. Détruire, c'est-à-dire détruire, déstructurer l'homme congolais, le mettre à nu. Sortir la valeur de cet homme, jeter même à côté. Que l'homme congolais ressemble à un chien, qui ressemble à une bête. Mais ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Les Chinois viennent chez vous ici. Ils vous prennent, ils vous mettent dans des blocs, dans de petits sacs, dans de petites salles. Eux-mêmes ont le truc qu'ils cachent les nez. Mais les Congolais n'en ont pas. Et les Congolais commencent à développer des maladies dans les dépôts des Chinois, chez eux au pays. Et ils ne peuvent même pas parler, quoi. Ils ne peuvent même pas parler parce que tous les inspecteurs du travail sont pour la plupart des cas achetés. Donc le Congolais est maltraité chez lui. Ce n'est plus à l'étranger, mais chez lui-même. Il est réduit en objet chez lui. Il commence à travailler, on ne sait pas quand, il finit, on ne sait pas quand. Pour quel salaire? Pour quel salaire? Pour 40 $, pour 50 $, pour 60 $. Et vous dites que vous êtes un président, vous êtes à l'aise. Et puis vous dites que vous êtes congolais. Vous avez le sang congolais. Non, quand on a le sang congolais, on se bat pour ses frères. Quand on n'a pas le sang congolais, on s'en fout d'eux. On les laisse tomber dans le trou. C'est ça la réalité. Et vous avez des politiciens qui ont eu des diplômes, je ne sais pas moi, des diplômes politiquement obtenus ou des diplômes hasardement obtenus. Et ces gens-là jouent le jeu de ceux qui nous font du mal, de ceux qui vendent le pays. 59 ans après, on n'apprend toujours pas de nos erreurs. Combien de dialogues il y a eu dans ce pays? Combien de dialogues? Quand j'entends les mêmes personnes revenir, demander encore de dialogue, Ces dialogues sont des positionnements de certains. On a eu des consultations nationales. À l'époque de Kabila, on a eu plus de 20 dialogues. Si je fais de bons calculs, on peut avoir plus de 20 dialogues. Ça produit quoi, Tchidjengo? Zéro du tout. Ça produit quoi? Tout ce que ces dialogues ont produit, c'était des incapables qui se sont retrouvés au sommet et ils ont commencé à gérer le pays malencontreusement. Ils gèrent le pays maladroitement et c'est des gens qui ne comprennent même pas les ABC. Et pire encore, ils ne veulent pas entendre. Eux-mêmes sont insuffisants, mais ils se font conseiller par des insuffisants encore et ils amènent le pays dans le trou. C'est ça qu'il faut dire. On n'a même pas besoin d'aller gauche, droite, aller réfléchir, Milaï. C'est comme ça que le pays a été vendu.
L'époque de Mobutu, Mobutu va faire ses pactes avec les Rwandais, il va s'entendre avec les Rwandais, il va s'entendre avec ses maîtres occidentaux qui vont nous imposer les Rwandais chez nous. De toutes les nationalités que nous avons reçues chez nous au pays, seuls les Rwandais nous font des problèmes. Parce que si vous lisez les livres de comment il s'appelle encore, oh là là, le nom est parti, mais ça va venir. Pourtant, je l'ai lu ce matin encore. Il raconte l'histoire du Rwanda, il raconte ce qui s'est passé chez nous. Il le raconte dans son livre, un merveilleux livre dont j'ai oublié le titre. Il parle de comment Mobutu a été contraint. Et ceux qui peuvent nous le dire, c'est M. Mokolo Apombo, M. Honoré Ngbanda, tous ceux qui ont travaillé dans les services de sécurité, les ministres des Affaires étrangères en ce moment-là, ils peuvent nous dire la pression que Mobutu avait pour accepter que le Rwandais vienne ici, parce qu'il y avait un plan. Le plan était là. Leur lieutenant était déjà préparé. Et ils viennent accepter que nous puissions détruire ce pays. Mobutu a fait tellement de concessions. À un moment donné, Mobutu disait non, je ne peux plus aller plus loin. Et on a dit, ok, si tu ne peux pas aller plus loin, on va remplacer quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'ils vont aller trouver quelqu'un pour le mettre là-bas. Parce qu'il fallait que les troupes rwandaises arrivent ici pour parachever leur plan. Et quand ils arrivent au Congo, ils s'imposent, ils s'improvisent ici, ils veulent rester au Congo. C'est là que Laurent Désiré Kabila va se rendre compte que ça devient compliqué. Il leur demande de rentrer chez eux. Tshisekedi avait demandé ça. On lui a traité de tous les noms, on lui a relégué. Mais ici, maintenant, quand Mobutu, Laurent Désiré Kabila apprend et il comprend les enjeux maintenant. Lui pensait rouler les gens, mais c'est lui qu'on a finalement eu. Vous imaginez un peu le jeu? Donc ça continue comme ça. Dans l'idée, la seule idée, c'est de détruire les géants du Congo. Or, ils ont fait ces calculs sans les calculs de la nature. Ils ont fait ces calculs sans les calculs de la nature. Vous pouvez tuer des gens et des gens et des gens. Le pasteur Ekofo était inspiré. Il a dit exactement ce qu'on a toujours dit. Vous tuerez 1000, 10 000 nétrons. Vous tuerez 1000, 10 000 nétrons. Vous tuerez 10 000, 100 000 nétrons. Vous tuerez 1 million, rassurez-vous, 1 milliard. Mais, donc, vous n'allez rien faire de plus que nous exterminer. Ça n'existera jamais, cette histoire. Et aucun centimètre du Congo ne sera concédé à l'étranger. Ça, vous devez le savoir. Si ces politiciens ont mangé votre argent, ils vous ont trompé. Ils ne pourront pas vous donner ce qu'ils ne possèdent pas. Les ancêtres, les esprits de nos ancêtres, celui qui a créé ce monde, cette terre, ne permettra pas à ce que Binobo Zabilo parce que Binobo Rwanda, vous ne l'aurez jamais. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut continuer à dire à nos enfants que nos terres resteront intactes. Et nous allons léguer ce Congo à nos enfants. Un Congo uni dans ses frontières. Et le travail que nous, on va faire, c'est le travail de consolider nos tribus. C'est ça le travail que nous allons faire. Parce que nous avons remarqué que ceux qui nous gèrent ont échoué. Quand ils sont à l'opposition, ils ont un autre langage. Quand ils intègrent le pouvoir, ils changent tout de suite des idées. Heureusement que nous sommes dans une sorte de rupture. Heureusement qu'on est dans une sorte de rupture. Et j'ai comme l'impression, et ça je me le dis tous les jours, le président Fachi est en train de comprendre. Et vous allez vous rendre compte que ces relations avec le Rwanda et Kagame vont commencer à se dégrader petit à petit. Vous le saurez quand le Rwanda commencera à parler. Vous le saurez. Et je vous le dis déjà, en 2021, le Rwanda va connaître une petite baisse de sa production. Si nous allons dans cet élan, vous le saurez, une petite baisse de sa production. Parce que si Fachi met en place la pratique de ici, contrôler, exporter, produire ici, exporter ici, le Rwanda n'aura plus besoin de faire beaucoup de choses. Le Rwanda va commencer à connaître sa petite baisse. Et c'est ça le cauchemar de Kagame. C'est là le cauchemar. Il ne veut même pas réfléchir là-dessus. Parce que c'est compliqué. Mais quand on en parle, certaines personnes pensent qu'on est contre. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Seulement, il faut dire, le problème de notre pays, c'est d'abord ça aussi. Mais un élément important que je dois rappeler aux gens, le problème de notre République, c'est aussi les textes. Lors de la dictature de Mobutu, les textes n'étaient pas respectés. Lors de Laurent Désiré Kabila, la même chose. À l'époque de Kabila Joseph, c'est la même chose. Ce qui est important à dire aux Congolais, c'est qu'arrivons d'abord à respecter les textes. Mauvais soit-il, respectons d'abord les textes. Nous sommes incapables de respecter les textes. C'est là notre plus grand problème. Développons la culture de texte. Il y a certains pays dans le monde, ils n'ont pas de constitution
Mais ils s'en sortent très bien. Parce que d'abord, la culture est là. Nous, le problème, ici chez nous, nous avons des hommes sans culture, nous avons des hommes sans esprit et nous avons des hommes sans personnalité. Qui pour eux, le pouvoir ou rien. C'est des hommes qui n'ont pas de personnalité parce que quand tu n'as pas de personnalité, tu acceptes un pouvoir dont tu n'as pas l'effectivité. C'est quand on n'a pas de personnalité. Mais quand tu as une personnalité, tu sais que je ne peux pas être figurant. Mais beaucoup jouent la figuration dans ce pays. Beaucoup. Beaucoup, ils ont joué la figuration pendant 18 ans. Pendant 18 ans, c'était des figurants, mais puis après, il ne fait rien du tout, quoi. Nous voulons que cette étape noire de l'histoire reste derrière nous. Mais que nous puissions construire un nouveau Congo sur base des valeurs. Et les valeurs, les premières valeurs, surtout dans notre État ici, valeur à Liboso Zali, texte. Et si le président Fachi veut gagner son mandat, il ne doit utiliser que le texte. Il ne doit utiliser que le texte. C'est le seul rempart contre toutes sortes il y a des ordres. Le texte. Nous sommes un pays qui ne respecte pas la loi. La loi est claire. La loi dit au gouverneur, vous ne pouvez pas nommer les bourgmestres. Mais il nomme les bourgmestres. Mais la même loi demande au président la possibilité de le révoquer. Mais le président ne le révoque pas. Que voulez-vous qu'on fasse? La loi est claire. Commençons d'abord par obéir la loi. Faisons ce que la loi nous dit de faire. Et puis nous allons perfectionner, changer la loi au fil de temps. Mais d'abord appliquer. Appliquer la loi. Dans le livre de mes considérations de Montesquieu, Montesquieu dit, je suis allé dans un pays, et non, il dit, je vais paraphraser, il dit, quand je vais dans un pays, la question que je pose, ce n'est pas s'ils ont des mauvaises lois, mais de savoir si les lois qu'ils ont, est-ce qu'ils les appliquent. On reconnaît la grandeur d'un peuple dans le respect des textes, dans le respect des lois. Mais chez nous, on s'en fout. Les lois sont pour les autres, pas pour nous qui gérons. C'est là le plus grand problème. Le code de la route est pour les paisibles et pour les autres citoyens. Pas pour moi les ministres, pas pour moi le gouverneur, pas pour moi le PDG. Dans un pays où vous avez plus de 36 ministres, alors si tout le monde doit violer le code de la route parce qu'il est pressé, à quoi est-ce que ça va être important pour vivre dans un pays comme ça? C'est une république des sirènes. Ce pays est une république des sirènes. N'importe qui joue la sirène quand il veut, s'il veut. Dimanche, lundi, à midi, à minuit, tout le monde peut faire ce qu'il pense. Une gestion tapageuse. Tapageuse. On est là parce qu'on veut voir. Le m'as-tu vu? Les gens veulent paraître, mais ils ne veulent pas être. Il est ministre, il est ministre. Et quand vous l'appelez monsieur, il se fâche. Il dit, je suis excellence, appelle-moi excellence. Non, mais comment tu vas être excellence si la vie pour laquelle sur laquelle on t'a établi chef, la ville sur laquelle on t'a donné le pouvoir, mais la ville n'est pas excellente et toi, tu vas être excellent? Je suis honorable, appelle-moi honorable. La République des honorables. Tout le monde est honorable, tout le monde est président, tout le monde est prêtre, tout le monde est chef, mais finalement, tout le monde est responsable de rien. C'est une république où tout le monde est souverain, tout le monde est président, tout le monde est ministre, tout le monde est excellence, tout le monde est tout, en fait. Un pays de titres, un pays rongé par la titromanie. Tout le monde est professeur, tout le monde est diplômé. Un pays déchiré par la diplomanie, cette maladie de diplomanie. Mais dans le fait, on ne sent aucune excellence. On ne voit aucune honorabilité, on ne voit aucune sorte de prêtrise. Dans un monde est l'autre côté. Cette république des voleurs, cette république des escrocs, des menteurs, des enchanteurs, des affabulateurs. Bato modèle louana, nde bazo kamba kambo kanabiso, balati pe ba veste na ba cravate, bazo tambola pe, bazo loba pe na miso bato bayo kabango. Bato modèle louana. Il faut avoir honte, hein. Il faut avoir honte de se dire, je suis ministre au Congo. Ministre au Congo. Ça sert à quoi aujourd'hui, ministre au Congo? Un ministre incapable de parler français. Quand il parle français, parce qu'il a étudié ça, quand il parle français, on a comme l'impression qu'il est en train d'essayer. Ou alors il parle une autre langue, mais qui ressemble au français. Mais il est à l'aise, il est tranquille. Ce pays ne vous mérite pas. Nos enfants ne devraient même pas savoir que vous avez existé. Parce que vous n'êtes qu'une honte. Vous n'êtes qu'une honte. Moi, j'ai honte de vous. J'ai honte de nos politiciens congolais. J'ai honte des hommes politiques congolais. J'ai honte.
d'être dirigé par des hommes qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de plan. Je me pose toujours la question, quand vous allez à l'étranger, beaucoup de restaurants, beaucoup de restaurants, beaucoup de conférences, beaucoup de colloques. Est-ce que vous avez le poids de vos amis? Net ministre de transport au Congo. Tant que net na Éthiopie. Vous voyez na ninga ministre de transport na bango, ba na train, ba na bateau, ba na avion. Toi tu fais quoi ministre de transport na mboka? Tu fais quoi? Est-ce que tu es encore un homme? Est-ce que tu te sens humain? Est-ce que tu te sens honoré? Quand ton nom, le nom de ton pays est listé parmi les pays où où les accidents sont les plus comptés, où l'on compte le nombre des accidents le plus élevé, et tu veux qu'on te respecte comme ça? Comment faites-vous quand vous allez dans Botswana, vous êtes ministre de la justice, ok, en Afrique, Botswana, et quand on fait la liste, on dit la RDC est le pays le plus corrompu d'Afrique. Parmi les pays les plus corrompus, on trouve la RDC. Comment vous voulez? Comment? Est-ce que ça ne vous fait pas honte vraiment? Yo ministre intérieur, ok, Libanda Mboka, ils sont en train de parler. Bon, quelle est la police la plus respectable au Congo, pardon, en Afrique? Et on ne vous cite même pas. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comment faites-vous? Je me pose toujours la question, comment faites-vous? Non, bâtissons dans notre pays. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons aider cette alternance à se consolider. Il y a certainement des gens qui vont voir mal nos messages. Il y a certainement des gens qui ont mal quand on dit ces choses. Mais je vous aime beaucoup. Mais ce que je n'aime pas en vous, c'est vos principes, c'est vos pratiques que je déteste. Je n'aime pas vos pratiques. Vous, je vous aime parce que vous êtes des hommes. Vous êtes peut-être des Congolais ou pas, mais moi, je vous aime quand même. Mais le problème, c'est que moi, je n'aime pas en vous, c'est la mentalité que vous avez. Cette mentalité nous a ramené place au Tokomi Lelo. 21 ans à Kabila, 32 ans à Mobutu, et c'est une occasion ratée pour le pays Nabiso. Le comble de tout. Les alliés côté la nenge toujours kende, toujours bien l'autre côté. Aux ministres, il y a éducation. Mais tout y a alphabétisation, il y a mboka oyo na habité comment ça se passe. Analphabétisation contre kolobate. Les gens sont pratiquement analphabètes. Mais on n'en parle pas. J'ai entendu un enseignant, pardon, pour un ministre d'enseignement, je me félicite parce que mboka oyo banabatangi mo mingi trop. Mais les enfants qui finissent l'université, qui ne savent pas écrire et lire, et vous dites que vous êtes ministre. Non. Je termine mon propos seulement en disant que construisons ce pays, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Mettons les bonnes personnes aux bons endroits. Mettons les bonnes personnes aux bons endroits. Monsieur le Président Fachi, vous voulez gagner votre mandat, placez les bonnes personnes aux bons endroits. Travaillez sur la mentalité des hommes. Ayons des modules d'éducation civique. Ayons des modules d'éducation populaire. C'est important. Construisez assez d'écoles pour permettre à tout le monde d'aller à l'école. À l'école, on apprend quelques petites choses, quelques petites notions. Mais les médias devraient vous servir, Monsieur le Président. Les médias devraient vous servir. La RTNC ne vous aide pas, on dirait. Il n'y a pas un programme fédérateur dans cette chaîne, comme à l'époque de Mobutu, où tout le monde suivait la télé parce qu'il y avait un programme. Et les autres médias privés, comme ils n'ont pas de subsides, ils cherchent l'argent. Et en cherchant l'argent, ils sacrifient toute une génération en donnant à ce peuple de la bêtise. Et un peuple mûrit en fonction de ce qu'il écoute et de ce qu'il voit. S'il voit la bêtise, il sera bête. S'il entend les conneries, ils seront des cons. Il n'y a pas une magie. Ce que le peuple voit, le peuple fait. Ce que le peuple entend, le peuple dit. Si nous construisons une société des rumeurs, parce que les journalistes sont peu professionnels, parce que les médias ne sont pas subventionnés, parce que les médias ne sont pas contrôlés, rassurez-vous d'une chose, c'est une société qui va dans la délinquance générale. Il est temps, Monsieur le Président, tout le projet que vous allez amener, tout le plan que vous faites, tout ce que vous allez amener comme réforme, tant que la mentalité du Congolais ne sera pas réformée, vous travaillerez en vain. L'homme congolais va détruire tout ce que vous allez construire.
Parce qu'il a une mentalité de destruction. Il a une mentalité qui ne prend pas en compte ce qui doit être fait. Et je le dis encore bien dans la troisième partie, où je fais des propositions concrètes pour que ça change. Vous allez remarquer que dans la deuxième partie, j'ai beaucoup plus critiqué que donné des propositions. C'est inhabituel. Même si à la fin, j'ai donné quand même des petites propositions. Mais dans la troisième partie, je donne des propositions concrètes. Je demande au président de la République de travailler avec les Congolais qui veulent aider le pays. Quand je dis travailler avec les Congolais qui veulent aider le pays, je ne parle pas de ceux qui sont à Kinshasa. Je parle de tous ceux qui se retrouvent dans l'étendue du territoire de la République. Moi, je peux ne pas être appelé. Ce n'est pas mon problème. Le problème n'est pas que moi, je sois appelé. Le problème, c'est que les Congolais apprennent des choses bien. C'est tout ce qu'on demande. Baye Kola, Baye Ba. Pour demander un véritable allié. Lorsque le peuple est conscient, le peuple protège son dirigeant. Mais lorsque le peuple n'est pas conscient, il expose ses dirigeants. Mobutu avait des belles idées, mais personne ne pouvait plus les porter parce que le peuple n'avait pas une idée forte sur la question. Kabila le père, tout le monde l'a, Joseph, pardon, tout le monde l'a vomi pour la plupart des cas. On va dire la majorité des Congolais. Cette majorité a vomi Kabila. Pourquoi? Pas parce qu'on déteste Kabila, non, mais parce qu'il a travaillé contre le peuple. Ça veut dire ne pas transformer l'homme congolais et il a reconnu ça lui-même. Alors, Monsieur le Président, lisez l'histoire des autres pour faire mieux la vôtre. Soyez bénis où vous êtes. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, soutenez ce que nous faisons. On en a vraiment besoin. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.